C'est parti pour l'enregistrement. Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur le marketing, ce mot barbare qu'on va tenter de décortiquer et surtout voir comment construire une stratégie digitale performante en utilisant l'inbound marketing. Je vais faire une petite intro. Après avoir vécu une période unique par son arrêt brutal de l'économie devant la peur d'un virus alors inconnu, nous avons pu constater l'explosion des usages numériques. Durant le confinement, les outils numériques ont permis de maintenir les activités et les liens sociaux. Les personnes encore peu à l'aise avec l'informatique ont pu passer un cap d'apprentissage et se rendre compte de la simplicité de certains usages. La visioconférence, le télétravail, le e-commerce et bien d'autres. Le confinement a certainement accéléré la transformation numérique et l'a de toute manière rendue inévitable pour le monde d'après. À l'heure de la reprise, alors que tout le monde craint une catastrophe économique sans précédent, beaucoup d'entreprises doivent se réinventer, s'adapter à la nouvelle normalité, comme on l'appelle aujourd'hui. Dans ce monde d'après, l'entreprise devra utiliser tout le potentiel des opportunités offertes par le numérique et parmi elles, ce que l'on appelle l'inbound marketing. L'inbound marketing repose sur une stratégie de création de contenu qui permet d'attirer des visiteurs sur un site web afin de les convertir en leads puis en clients grâce à des techniques un peu barbares qu'on appelle marketing automation, lead nurturing ou encore création de contenu. Alors pour nous accompagner aujourd'hui et nous permettre de comprendre pourquoi LinkedIn est devenu la stratégie numéro 1 des marques aujourd'hui, la stratégie marketing numéro 1 des marques, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts reconnus dans le monde digital. Tout d'abord, Yasser Monkachi, qui est CEO de l'agence digitale Social Impulse. Merci Yasser d'être présent. Pierre-Antoine Thibault, que vous connaissez certainement tous, qui est directeur marketing opérationnel de Bouygues Télécom Entreprises. Et Jean-Denis Garot, qu'on connaît encore mieux, qui est directeur marketing de Mytel, président du CMIT, qui est le club des marketeurs InTech. Pour commencer, j'aimerais en fait tout d'abord donner la parole à Yasser Monkachi. Yasser, vous êtes expert du digital. Vous avez créé et êtes CEO de l'agence digitale Social Impulse, qui est basée au Maroc, mais qui est présente en Europe et en Afrique. Vous baignez dans le digital depuis de longues années. Serial et social entrepreneur, storyteller, stratégiste. Vous accompagnez les entreprises dans la mise en place de leur stratégie digitale et son exécution. Pouvez-vous, Yasser, que je vous vois pour la première fois, nous aider à comprendre pourquoi l'inbound marketing est devenu la norme aujourd'hui, quelle est son origine, quels en sont les enjeux, et puis bien sûr, comment on peut le définir et quelles en sont les particularités. 7 questions en une, mais pour un petit temps de parole de moins 5 minutes, je pense. Ok. Merci Laurent pour l'invitation. Merci au club. Merci à tous les membres d'être là. Donc, je suis très ravi de partager avec vous un petit retour d'expérience de l'inbound marketing que j'ai appréhendé dès 2014-2015 en travaillant avec HubSpot que j'ai représenté au Maroc. Et puis après, en développant des solutions, des plateformes, des applications basées sur l'inbound pour plusieurs clients. Donc, j'aimerais bien, avant de démarrer, revenir un petit peu sur le contexte justement post-Covid et qui est dominé aujourd'hui par un mot-clé qui est la relance. Donc, nous, au niveau de Social Impulse, pour juste un petit retour d'expérience, on n'est pas passé par la résistance, on est passé par la continuité. Puis, on est passé au reset et aujourd'hui, on est en pleine relance. On sent qu'il y a de la reprise dans l'air. On sent que nos clients sont aujourd'hui plus en confiance qu'avant. Et puis, la reprise est là, le déconfinement est là pour de bon à partir du mercredi et on est prêt à attaquer un petit peu les choses sur de bonnes bases. Moi, je dirais que le post-Covid, avec tous les apprentissages qu'on a eus, va nous donner peut-être plus de punch, plus d'énergie, plus d'organisation pour structurer un petit peu nos projets et aussi ceux de nos clients. Donc, pour revenir rapidement sur la distanciation, sur laquelle j'avais écrit un article pour l'Économiste,
Plutôt, moi, je dirais intelligence sociale. Il y a un grand débat aujourd'hui sur la distanciation. Est-ce qu'on est sur la distanciation physique? Est-ce qu'on est sur la distanciation sociale? Il y en a qui parlent de distanciation tout court. Mais je pense que, somme toute, on est sur de l'intelligence sociale. On a appris à devenir plus intelligent socialement. Prendre ses distances, oui, mais intelligemment. Aborder les situations avec plus de recul. Aborder le digital avec plus de recul. Tout ça, pour moi, ça relève d'une intelligence qu'on a développée pendant le confinement et qu'on se doit de garder pour le post-confinement. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à définir ou à parler du Covid, ou pardon, de la Covid-19 comme accélérateur et CDO de la transformation digitale. Cette accélération, on l'a senti dans tout ce qui est télétravail, tout ce qui est e-learning, tout ce qui est apprentissage à distance, l'explosion des webinars, des visioconférences, des lives Instagram, des lives Facebook, des lives LinkedIn. Bon, on a vu des lives partout. Tous les influenceurs se sont lancés dans les lives. Ils invitaient tantôt d'autres influenceurs. Tantôt, ils se mettaient juste en live le soir pour discuter, pour partager un petit peu leur expérience. Les podcasts, la balado-diffusion a explosé aussi. Il y avait des podcasts avant, mais pendant le confinement, je pense qu'on a eu une explosion du podcast qui est une tendance à surveiller et à intégrer, on va le voir tout à l'heure, dans des logiques d'inbound. Somme toute, une accélération grâce à notre cher CDO Covid-19 de la transformation digitale et du marketing digital. Quelques chiffres clés pour appuyer un petit peu notre propos. Aujourd'hui, dans le monde, on dénombre 4,5 milliards d'internautes, selon We Are Social. Je ne vous apprends rien peut-être, mais parmi ces 4,5, on a 2,6 milliards sur Facebook, et pour ce qui est du social ou du social. Et pour tout ce qui est search, on dénombre aujourd'hui 80 000 requêtes par seconde, ce qui est énorme. Les professionnels de l'inbound qui s'appuient sur ces deux leviers, aujourd'hui, qui ramènent du trafic, qui ramènent du lead, qui ramènent du client. Aujourd'hui, ce sont deux leviers de distribution très importants sur lesquels on va s'attarder tout à l'heure. Dans le social, dans le search aujourd'hui, Google représente 90% 95% des requêtes. Absolument. On ne peut plus parler de Bing, ni de DuckDuckGo, ni de Tor. Aujourd'hui, même le dark web, ceux qui parlent de dark web et tout ça, moi, je pense que c'est très insignifiant par rapport au géant Google qui s'impose comme le moteur de recherche et Facebook qui, avec nuance, peut s'imposer comme le réseau social aujourd'hui. Avec deux planètes, en fait, dans le social. La planète chinoise, avec un empire qui est aujourd'hui TikTok, WeChat qui est aujourd'hui le réseau social mobile par excellence. Hein. On peut chatter par WeChat, mais on peut aussi payer par WeChat. Ouais. C'est un outil de paiement. Et aussi, juste pour le scoop, pour certains, Snapchat qui est passé sous la houlette de Tencent, qui a été racheté par les Chinois aujourd'hui. Et voilà, ce n'est plus américain. Et de l'autre côté de l'Atlantique, ben, on a l'empire Facebook qui s'articule autour d'Instagram, WhatsApp et aussi Twitter, qui est un réseau particulier qu'on connaît très bien, qu'on aime bien, et LinkedIn, qui est un réseau professionnel très important pour le B2B. Même pour le B2B. Oui, pardon. Absolument. Pardon, excuse-moi. Pour le B2B. En effet, c'est ce que je voulais dire. Hein. Tu sais que chez nous, donc dans les membres du CDRT, on retrouve avant tout des acteurs qui font du B2B. Alors, en effet, très peu de B2C. Ben, il y avait une pensée dominante il y a 5 ans que l'inbound est fait que pour le B2B. Aujourd'hui, pour répondre à une partie de votre question, l'inbound s'impose et pour le B2B et pour le B2C, et on pourra en discuter en fin de programme parce que c'est une discussion assez intéressante. Pourquoi l'inbound ? Quelles sont ses origines, ses enjeux,
De quoi s'agit-il? Par quoi commencer? Sa méthodologie, tout ça. Ben, les origines, c'est les USA, hein. On en parlait l'autre jour. Seth Godin, dans les années 90, qui était le directeur marketing de Yahoo, avait écrit un livre fondateur qui s'appelait Permissive Marketing, le marketing permissif. En d'autres termes, c'est un marketing qui ne spamme pas, un marketing qui ne s'impose pas, où il n'y a pas d'intrusion, où vraiment le client donne sa permission à l'entreprise pour collecter ses données. Il peut s'inscrire comme il peut se désinscrire. Il peut recevoir de l'information comme il peut ne pas la recevoir. Donc, c'est ça, en fait, le permissive marketing qui est donné par la suite, qui est la base méthodologique de l'inbound marketing qui est aussi permissif. Parce qu'on ne fait pas de l'inbound en envoyant des emails intempestifs, en faisant de l'intrusion sur YouTube, en faisant des publicités intrusives. Ce n'est pas de l'inbound. Tu veux dire que tout a commencé par une inscription à une newsletter? Tout à fait. Une inscription à une newsletter d'une manière très permissive. Ça me rappelle aussi le PS I Love You de Hotmail, qui était une des premières actions de growth hacking de l'histoire du marketing, qui était aussi permissive et qui a drainé 20 millions d'inscrits à Hotmail avant que Hotmail ne soit racheté par Microsoft. C'est une action très permissive et très attractive. C'est-à-dire que dans l'inbound, la marque, elle est plutôt dans l'attraction. Elle n'est pas dans la conquête. Elle n'est pas dans moi je dirais, dans la diffusion, la distribution de contenu à gauche et à droite. Mais l'enjeu principal pour l'inbound, c'est d'être attractif. Par quoi? Vous l'avez dit au début, par son aura et par ses contenus. Donc, c'est avant tout de la séduction. C'est de la séduction, tout à fait. Tout à fait. Et vous avez aussi posé la question, juste avant que je passe à la méthodologie, par quoi commencer? Les contenus, peut-être non. Je dirais par définir ses personas. C'est très important de connaître et de bien connaître et de modéliser sa cible. En inbound marketing, avant de concevoir du contenu et de le distribuer, justement, de le référencer sur du search ou le distribuer sur du social ou sur même des canaux traditionnels, eh ben, ce qui est important au début, c'est de définir des personas qui sont des personnages semi-fictifs définissant des modèles représentatifs, des profils représentatifs de sa cible. Prenons le cas des télécoms, en B2B par exemple, eh ben, le persona TPE ou directeur de TPE, le persona directeur achat chez un grand groupe, etc. Ça peut être des personas qui sont vraiment modélisés, iconographiés, avec tous les attributs d'ordre démographique, sociologique, psychologique, revenus relatifs à ce persona. C'est là par où commence l'inbound marketing. Bien connaître ces personas. 1. 2. Concevoir des contenus en affinité avec ces personas. Et surtout, avec le parcours client. C'est-à-dire que ce persona dont on a parlé, qui est le point de départ, va être dans un parcours client qui commence avec la prise de conscience, awareness. Donc, cette prise de conscience est, par exemple, moi, je prends conscience que j'ai besoin d'un costume. Eh bien, je suis dans le premier stage, ce qu'ils appellent au pays de l'oncle Sam, the awareness stage, c'est-à-dire l'état de prise de conscience. J'en prends conscience, mais je ne suis pas encore en train de faire des recherches, je ne suis pas encore en train de comparer, je ne suis pas encore en train de me faire conseiller sur mon achat. Et c'est dans la deuxième étape, qui est la consideration stage, c'est-à-dire la considération du besoin, où je vais commencer à faire mes recherches pour arriver au troisième état, qui est bien évidemment la prise de décision et qui, dans l'expérience client, est un grand moment de vérité. C'est très important de considérer son persona dans son voyage qui va de la prise de conscience et jusqu'à le post-achat où la fidélisation ou le delight joue un rôle très, très important. La méthodologie, elle est très, très, très simple.
mais moi je dirais pas si évidente à mettre en application, euh, surtout chez les grandes structures qui sont orientées outbound et qui sont orientées ancienne méthodologie. Attirer, c'est le premier point. Et je sais que euh, les experts ici présents vont traiter un petit peu tous les aspects relatifs au livre blanc, aux outils, au blog, au SEO, etc., qui sont relatifs à cette méthodologie. Donc, je vais essayer de rester dans la partie théorique et méthodologique. Donc, le premier volet de la méthodologie, c'est l'attraction, attirer. Attirer qui? Attirer des internautes, attirer des visiteurs, attirer des utilisateurs pour les convertir ensuite en lead. Qu'est-ce qu'un lead? Ben, c'est un inconnu, un internaute, un inconnu, un visiteur qui est identifié par quoi? Par une adresse mail, par un numéro de téléphone, par, idéalement, hein, pour les GAFA, un numéro de carte bancaire. Donc, c'est convertir par un lead et après, il passe en mode prospect quand il entame un petit peu le tunnel de vente par un devis, par une demande de prix, etc., etc. Puis, il est converti en client ou closé en client dans le même processus de décision. Donc, et après, il y a la phase Oui. light. C'est ça, c'est qu'il y a la partie promoteur qui m'intéressait justement, et comme tu passais à l'autre slide, j'avais peur. Non, 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 c'était vraiment par inadvertance. Donc, la partie post-achat, qui est la partie fidélisation, ou ce que nos amis américains appellent delight, et le delight, c'est plus fort que la fidélisation. C'est plus fort que fidéliser. Le delight, c'est vraiment faire plaisir. C'est enchanter. Dans l'expérience client, l'enchantement, c'est l'expérience ultime, c'est aller au-delà des attentes du client. Et là, il y a des outils pour aller au-delà de ces attentes en post-achat. On connaît tous la dissonance cognitive, on connaît tous le sentiment post-achat. Et vraiment, dans l'inbound, on prend en considération vraiment toutes les étapes du début, lorsque le besoin n'est pas encore vraiment identifié même, ou le désir n'est pas encore identifié même, et jusqu'à le delight, qui est vraiment le post-achat et la satisfaction du client post-achat. C'est Donc, un peu ça l'inbound. qui va faire de ton client un promoteur. Absolument. Et là, le client, il est converti ou transformé en promoteur. Les Américains, ils disent promoters. Et dans le monde francophone, on parle d'ambassadeur de marque, puisqu'il devient, ou avocat de marque. Ils disent aussi advocate. C'est-à-dire, il commence à être influenceur, qu'il soit un nano-influenceur ou un micro-influenceur, parce qu'une superstar, c'est autre chose. Mais chacun est influenceur à son niveau, sur son réseau, avec ses amis, ses contacts. Donc, il devient un promoteur de la marque. Voilà un petit peu le fruit ultime de l'inbound, qui est le fait de non seulement de convertir des inconnus en lead, puis en prospect, puis en client, mais aussi certains parmi eux. Et, et je pense que c'est un ROI assez intéressant à traquer, peuvent devenir des promoteurs et des ambassadeurs de marque. Avant de terminer, je pense que j'ai pris plus de temps que prévu, Laurent. Juste un commentaire. T'inquiète pas. C'est très intéressant cette idée de promoteur et de fidélisation, puisque dans le modèle cloud, et je sais que Laurent en a beaucoup parlé au CDRT, cet aspect revêt un aspect super important. C'est-à-dire que gagner un client, c'est pas si simple, mais arriver à le retenir, éviter ce fameux churn dont Pierre-Antoine pourrait nous parler, puisque les opérateurs sont très habitués au churn, peut-être pas Pierre Bouygues, mais en fait, c'est le vrai souci. Et dans notre monde de demain où le cloud ou l'UCaaS, qu'il soit privé, hybride, on verra le modèle que choisiront les intégrateurs et les clients, il va falloir vraiment travailler cet aspect fidélisation, upselling et justement promoteur. Ouais, surtout que dans notre métier, je pense que dans le post-achat, si tu perds ton client, tu le retrouves jamais en fait. Et tu te fais un détracteur pour la vie, d'une certaine manière. Bah, tout à fait, d'où l'intérêt justement de prévoir. C'est pénal, hein, fais-lui le bon prix, puis ça ira. Très bien. Donc, Tout à fait. Je voulais juste faire un petit pitch pour mon livre blanc qui vient de sortir hier.
avant de terminer. Donc, c'est un livre blanc sur le futur du marketing digital et qui inclut la partie inbound et que je vous invite et l'automation dont a parlé Laurent au début. Donc, que je vous invite à télécharger sur socialimpulse.net et vos commentaires, vos enrichissements, puisqu'on est à la version 1.0. Donc, vos enrichissements, vos remarques sont les bienvenus pour la version 2.0 de ce livre blanc. Oui, Et sur... on voit surtout qu'on a beaucoup de stratégies marketing digital existantes. On est tous, nous, très, très peu, très peu informés finalement sur ces sujets-là. Ça doit être passionnant, ouais. Après, pour revenir quand même sur ta présentation, donc tu as affaire la plupart des participants sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des responsables qui ont encore peu finalement mis en œuvre cette stratégie digitale. Tu parlais tout à l'heure de définir son buyer persona, donc de définir les caractéristiques en fait de la cible idéale qu'on va vouloir aller traquer parmi ces milliards d'internautes pour forcer un comportement d'achat. Une fois que tu as fait ça, finalement, une fois que tu as défini ton buyer persona, par quoi tu vas commencer en fait le plus simplement dans une action d'inbound marketing? Sachant qu'il y a plusieurs objectifs, ça peut être une certaine notoriété de la marque ou alors de la pure génération de leads. Sachant aussi qu'on parle de B2B. Comment tu vois ça? Eh ben, une fois, Un client qui n'y connaît rien. alors, une fois les bailleurs ou le bailleur persona bien défini, on va avoir tous les ingrédients normalement pour crafter, pour produire du brand content ou du product content adéquat avec les caractéristiques qu'on aura définies. C'est-à-dire avec les centres d'intérêt qu'on aura définis, avec l'âge, avec la géolocalisation qu'on aura définie, avec tous moi je dirais les attributs qui nous permettront de crafter un brand content ou un product content vraiment en affinité avec ce persona-là. Et par la suite, les enjeux, c'est que ce brand content, que ce product content soit en affinité avec les moteurs de recherche, avec les réseaux sociaux, pour que ça fasse le buzz. Mais le point de départ, à mon avis, c'est de bien connaître son buyer persona. C'est une action dynamique, hein. On ne le définit pas qu'une fois. C'est-à-dire on peut définir un buyer persona et le redéfinir, et améliorer notre fiche. Parce que si vous tapez sur Google buyer persona, vous allez tomber sur des fiches qui sont équivalentes à un CV. Et les CV de buyer persona diffèrent d'une compagnie à une autre, diffèrent d'une stratégie à une autre. Il y en a qui ont mis 2 pages. Comme pour les CV, il y en a qui mettent une petite bio, il y en a qui mettent 2 pages ou 3 pages sur un CV. Donc, à mon avis, le plus on définit, pas trop, hein, mettre ce qu'il faut en caractéristiques, le mieux c'est pour se mettre vraiment sur les rails, crafter le bon contenu et le distribuer, comme on dit, le bon contenu au bon moment, sur le bon canal, et puis hop, la machine de l'inbound, elle est vite déclenchée. Après, on peut ajouter des choses en automation, on peut ajouter plusieurs bonnes pratiques, moi je dirais assistées par l'intelligence artificielle et par l'humain dans le dispositif. Alors, on va essayer de rentrer dans quelque chose de plus pragmatique, du coup, en parlant avec toi, Pierre-Antoine. Désolé pour le pragmatique, c'est pas sympa en fait au final, mais bon. Tu es aussi un expert reconnu d'Inbound. La soute, quoi, la soute. Dis-le. Un vrai expert, toi, du SEO, SIA, du référencement gratuit et payant, je crois. Je crois d'ailleurs que l'inbound est un des gros axes de développement de Bouygues Télécom Entreprise, que tu gères, en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors tu es arrivé chez Bouygues il y a 4-5 ans, peut-être maintenant? Ouais, mi-2016, ouais, ça va faire 4 ans. Ouais. 2016, donc j'imagine que tu as voulu mettre une stratégie d'inbound avec Bouygues. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait, notamment dans ce domaine du référencement naturel et du référencement payant, et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui, et surtout, en fait,
en quoi ça n'est plus resté, c'est pas le délire d'un marketeur, mais c'est devenu vraiment une stratégie commerciale. Oui, tout à fait. Alors, par contre, Yasser, si tu peux. Voilà, super. Donc, bonjour à tous. Voilà, je suis très. Merci à Laurent et à Philippe de m'avoir invité. Je ne sais pas si vous le voyez le slide. Ouais. Ouais, très bien. Donc, Si tu le mets en grand écran, ce sera nickel. je vais le mettre en grand écran. Ça a un peu merdé tout à l'heure. Donc, Croisez les doigts. il y a un chien qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai plus rien. Ah, si, ça vient. Voilà. Donc, vous voyez l'écran? Ouais, super. D'accord. Donc, merci à tous. Oui, donc, un grand plaisir, effectivement, le SEO. Alors, sur l'inbound, moi, ma définition, parce que, en fait, je suis désolé, j'ai repris les slides de Télécom Entreprise. Donc, j'ai essayé d'écrire en une phrase la définition. Pour moi, en fait, l'inbound, c'est l'art d'être trouvé, d'abord. En fait, c'est deux choses. C'est l'art d'être trouvé par quelqu'un qui ne vous cherche pas. Et en même temps, c'est l'art de l'intéresser. Et je pense que c'est vraiment fondamental en fait dans la lead gen. Le but de l'inbound, c'est de faire du business. Donc on est, et Yasser l'a très bien dit, on arrive à un moment dans un flot de recherche. Le client, il est dans son process intellectuel. Il va acheter. Alors, au début, il ne savait pas, puis quelqu'un lui a expliqué, donc tout ce qu'a expliqué Yasser. Puis à un moment, il s'est dit, tiens, je vais chercher. Et puis, il va commencer à effectivement chercher. Et donc, le but pour vous, c'est effectivement, vous ne l'avez pas envoyé d'email, vous ne l'avez pas appelé, vous l'avez fait, mais il ne les a pas vus et puis il n'a pas répondu. Donc, la question, c'est comment, dans son process à lui, il va vous trouver. Et une fois qu'il vous a trouvé, et là, on revient sur le contenu, comment vous allez l'intéresser. Alors, je vais le remettre, en fait, mais il y a un certain nombre de choses, vous les connaissez, enfin, vous ne les connaissez pas, c'est des grands chiffres, mais c'est ce qui explique le fondamental de l'inbound aujourd'hui dans la recherche de lead, la recherche d'opportunités, c'est-à-dire être là quand le client a un besoin. Je vais vous les redire parce que je pense qu'ils expliquent tout ce que c'est que l'inbound. Premièrement, effectivement, il a déjà passé la moitié de son cycle d'achat quand il voit un commercial. C'est-à-dire que les 57% d'avant la rencontre avec le commercial, ça se fait sur le digital. C'est le digital qui, à un moment, fait qu'un jour, il va appeler son commercial et que le commercial, il sera chez vous. C'est qu'il aura vu, il vous aura trouvé, il aura lu des choses. Et ça, c'est l'inbound. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de lui pousser des choses, c'est lui qui décide que c'est intéressant pour lui. Le deuxième, je ne vais pas tous les commenter, le deuxième qui est encore plus fort, dès qu'on n'est pas sur des TPE, dès qu'on monte un peu, c'est entre, là j'ai mis 5,4 personnes qui sont impliquées dans une décision d'achat. Et donc la question, elle est non seulement, il faut le trouver, mais il faut tous les trouver, il faut tous qui vous aient lu. Et on revient sur les personas. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas qu'un seul décideur. Et donc, vos personas, c'est ce qui va vous permettre d'être lu par le DAF, d'être lu ou d'être connu par le DAF, par le DG, par le directeur commercial, en tout cas, tous ceux qui sont. Et ça, pour faire ça, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que le cold calling est mort. Vous pouvez toujours essayer d'appeler. 90% des décisionnaires ne répondent pas. Et donc, on est dans cette dynamique. Comment on le fait? Et ce que j'ai essayé de mettre après, c'est, pour moi, j'ai les trois grands principes de l'inbound marketing. C'est, il faut être intéressant avant d'être intéressé. Donc, ça, c'est vraiment le contenu. C'est-à-dire que d'abord, comment vous répondez à un besoin, comment il vous trouve parce qu'il cherche. Vous savez, une solution, c'est que lui, il a un problème. Et finalement, il y a cette partie-là. C'est-à-dire que ce qu'il va lire de vous, c'est certainement pas quand il ne vous connaît pas du prix, etc. C'est que quelque chose qui répond à son besoin, à son problème. Il a un problème, il va aller sur Internet et donc il va trouver quelque chose que vous avez écrit qui répond à son problème. Le deuxième, c'est qu'il faut être là où lui va. Yasser parlait de Facebook. Pendant longtemps, moi, j'ai eu une sorte de réticence, c'est-à-dire que Facebook, c'est du privé, c'est du particulier. Twitter, c'est une sorte de truc au milieu. Et puis LinkedIn, c'est que du pro. Ouais, Facebook, c'est trop B2C. Voilà. Mais en fait, peu importe. La question, c'est lui, où est-ce qu'il est? C'est-à-dire qu'il va, quand vous allez faire de l'inbound, quand vous allez faire du display, si le mec il a un fanat de bagnole, vous allez poster des annonces là où il va parce que c'est un fanat de automoto, je ne sais quel truc, etc. C'est-à-dire que la seule question, c'est où est-ce que lui va se renseigner. Donc, il y a tous les sites pro, évidemment. Et puis, c'est quoi ses passions? Et la question, c'est qu'il soit là et que vous soyez là et qu'il puisse vous lire.
Et le dernier, c'est le site web. C'est-à-dire qu'en fait, la clé de l'inbound, c'est d'avoir un site qui a été pensé pour ça. Moi, depuis que je suis arrivé, on a fait deux choses. Alors, il y avait déjà pas mal de générations. Alors, quand tu dis penser pour ça, c'est pour le référencement ou c'est pour la conversion d'un Non, lead? il a été pensé par rapport à ce que les gens cherchent et pas par rapport à ce que vous voulez dire. Ouais. Et ce qu'on a mis en place, on a déjà fait deux refontes pour te dire à quel point c'est compliqué, mais le site qu'on a construit est exclusivement basé par rapport à ce que les gens cherchent. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voulez dire, soyons clairs, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, ce que Bouygues Télécom veut dire, il y en a des milliards pareil. La seule question, c'est qu'est-ce que lui, il cherche, votre persona, votre site, qu'est-ce qu'elle cherche et comment elle trouve sur votre site la réponse à sa question. D'accord ? Et ça, le site web, c'est quelque chose, voilà, ça fait longtemps que ce n'est plus une vitrine. Moi, je vois encore beaucoup de sites web qui sont une sorte de vitrine, c'est-à-dire on l'a pour le faire, hein, on l'a pour l'avoir. Personne ne vient lire vos pages. Je veux dire, si ça ne répond pas exactement à la phrase ou à la question qu'il a posée sur Internet, personne ne viendra le voir. Donc, pour moi, c'est les trois grands principes. Hein. Il faut être intéressant. Donc, ça, c'est le contenu. Hein, c'est tout le début. C'est plus de la moitié du cycle de vente par rapport à un client. Hein. C'est-à-dire les prix, les caractéristiques, tout ça, ça arrive très, très loin après. Il faut être visible là où il est. Hein. C'est-à-dire, il est sur Facebook, et ben, il faut être visible sur Facebook. Hein. Il est sur LinkedIn, il est sur Twitter, il est sur… alors, nous, on ne va pas sur WhatsApp et Pinterest et tout ça, mais voilà, là où il est, ça dépend de votre business. Et puis, votre site. En inbound, il y a un dieu, hein, un dieu a un nom en inbound, il s'appelle Google. 95%. Alors, je vais modérer ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en B2B, Bing est plutôt pas mal, alors c'est 10-15%. En tout cas, en B2B, ça ne reflète pas les parts de marché de Google. Pourquoi ? Parce que vous savez tous, Microsoft est présent, il met Bing par défaut et vous avez une catégorie d'âge, de décideurs donc, qui finalement ne sait pas retirer Bing pour mettre autre chose et qui utilise Bing. Donc nous, c'est systématique. On ne fait rien qui ne soit que Google. Et on a une part d'investissement sur Bing qui est supérieure à la part de marché globale de Bing parce que en B2B, ils sont nettement. Mais bon, on est quand même, c'est 90, c'est 85% qui est Google. Donc Google est absolument incontournable. Et effectivement, c'est Google qui est vraiment le fondamental. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le… Hein, donc en fait, la première partie, c'est votre site. Votre site doit être trouvable sur une requête et donc ça s'appelle le SEO. C'est donc le search, effectivement, qui vous permet d'être, donc Search Engine Optimization, c'est-à-dire ce qui va vous permettre d'être présent dans les résultats organiques des moteurs de recherche. Ça c'est complexe, enfin, c'est à la fois autant ultra performant qu'ultra complexe. Hein, j'ai des plus et des moins dans le slide d'après. Mais effectivement, c'est extrêmement, extrêmement fort. Nous, on le verra, hein, c'est à peu près 30% de notre lead gen et on a une grosse machine à lead gen. C'est 40% de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à plein d'autres lead gen qui sont plus grands, nous, le SEO, c'est 30% du nombre de leads et c'est 40, voire des fois 50% de la valeur à la fin de ce qu'on a gagné. Parce qu'en fait, le site web, c'est lui qui ancre, c'est lui qui convainc le client, c'est lui qui a tout le process. En gros, celui qui tape « Je veux acheter des télécoms chez Bouygues », normalement, tu le convertis. Non, mais ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est je veux acheter des télécoms. Si tu veux, le but du SEO, dès qu'il y a la marque, d'abord, Bouygues, il va arriver, c'est des mecs, tu sais, Bouygues, c'est des mecs qui font des bâtiments. Hein. Nous, on s'appelle Bouygues Télécom. Ouais. Je dis ça, c'est pour… Mais non, si tu veux, le but du SEO, c'est quand il y a la marque, il n'y a pas de problème. Le but du SEO, c'est le gars qui dit « Je veux changer mes télécoms ». Comment ton site est pensé et vu par Google comme étant suffisamment puissant, pertinent par rapport à cette phrase « je veux changer mes télécoms » pour qu'il t'affiche dans les résultats gratuits donc d'optimisation. S'il écrit « je veux changer mes télécoms avec Bouygues Télécom Entreprise et je suis prêt à payer », il n'y a pas de problème, il va te trouver. Et donc c'est là la difficulté du SEO, c'est-à-dire lui, il ne veut pas acheter chez toi, lui il veut changer ses télécoms. Et il va aller « je veux changer mes télécoms ». Et donc, on verra à la fin, je vous donnerai un petit exemple. Il y a tout un tas de techniques à faire pour que vous soyez le plus pertinent sur « je veux changer mes télécoms ». Alors évidemment, il y a aussi le référencement payant, vous savez, les petites annonces qui sont tout en haut, ou le SEA. Donc là, à chaque fois qu'il va écrire « je veux changer mes télécoms », eh ben, c'est en temps réel, c'est des enchères. C'est-à-dire qui est prêt à payer le plus
Et donc, tu as des enchères en temps réel pour être affichées en haut de la page et effectivement qu'ils puissent cliquer dessus. On peut toujours les opposer, ils ne sont pas opposables. C'est-à-dire qu'une stratégie SEO est intimement liée à une stratégie SEA et inversement. Dans les algorithmes de Google, il ne faut pas rêver, la pertinence de ton site, c'est le nombre de recherches, c'est le nombre de visites, c'est le nombre de clics. Ils regardent que les gens qui ont cliqué, qui sont arrivés sur ton site, ne sont pas repartis immédiatement, puisque ça veut dire que ton site est pertinent. S'ils ont fait 3-4 pages, ça veut dire que ton site est encore plus pertinent. Et donc, Google estime petit à petit que ton site, il répond parfaitement à la requête « je veux changer mes télécoms ». Et c'est ça l'enjeu du SEO. Le SEA, évidemment, c'est de la pub. Donc, la pub, ça se réfléchit. Tu as des mots-clés sur lesquels tu es prêt à payer jusqu'à 1, 2, 3 € le clic parce que tu sais que tous les 100 clics, c'est-à-dire tous les 300 €, tu vas gagner une affaire à 1 million. Voilà, donc, c'est assez facile. Mais c'est le mix avec le SEO. Donc, le SEO, c'est vraiment ça. C'est comment il écrit, lui, son problème et il te trouve. C'est ça, le SEO. Et est-ce que c'est systématiquement lié à ton site ou est-ce que ça peut être ta présence sur beaucoup de sites ou beaucoup de pages Alors, en fait, il y a deux choses. Alors, ton site, en fait, il s'alimente, en fait, ce qu'on appelle les backlinks. Pour que ta pertinence soit forte, il faut que tout un tas d'influenceurs, de journaux, etc., pointent vers lui. C'est-à-dire que dans les télécoms, si tu as des articles sur le monde informatique, j'ai des bêtises, ou sur DNet qui pointent vers tes pages, en fait, ton site va bénéficier, ils appellent ça le jus, je suis désolé, ils appellent ça le jus, il va bénéficier de la force de tous ces sites. C'est-à-dire que… Tu vois, par exemple, on a des outils de référencement gratuits avec des annuaires qui te permettent de référencer ton site web ou ton service. Et du coup, tu as des backlinks qui apparaissent. Et en fait, tu as plein de méthodes, mais une des méthodes, par exemple, très manuelle, c'est-à-dire en ce moment, on a une stagiaire, elle cherche sur tous les sites sur lesquels, à un moment ou à un autre, on a été nommé, les articles, les journalistes, elle les appelle individuellement en leur disant « est-ce que vous pourriez rajouter tel lien ?» Donc, en fait, tu as ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des méthodes plus ou moins industrielles, et tu as aussi appeler chaque site. Nous, en ce moment, on fait ça. On n'a pas assez de backlinks. Notre site, d'un point de vue backlink, c'est trop faible parce que tu ne peux pas t'occuper de tout en même temps. Et donc, effectivement, on a quelqu'un qui va regarder chaque article qui a été porté avec notre DG qui a parlé, etc. Va regarder tous nos distributeurs, etc. Et leur dit, ajoutez notre lien. Et ce lien, en fait, qui remonte vers le tien, renforce. Et en fait, après, il y a la page, j'en parlerai un peu juste après. Chaque page, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ton site, est-ce qu'il est sérieux, etc. Et puis, il y a sur un sujet, moi je prends celui de la fibre, parce que c'est un sujet qui est facile, est-ce que tu es pertinent et comment tu fais pour être pertinent ? Donc, juste avantage, inconvénient du SEO, donc c'est gratuit. Alors, en fait, c'est gratuit si tu ne comptes pas tout ce qu'il faut faire avant, en amont, mais en tout cas, c'est gratuit, tu ne payes rien. Un truc très intéressant, c'est que c'est un investissement qui est compliqué, mais qui est long terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis une position en SEO, alors ça prend, moi je vois, si je veux être pertinent, alors on va prendre l'exemple de la 5G, je veux être pertinent sur la 5G quand ça sortira. C'est un travail qu'on fait en dessous depuis 2 mois, parce qu'on veut qu'en fin d'année, on soit pertinent. Pourquoi ? Parce que la 5G, il y a énormément d'articles sur les échos, tout ça. Et que si je veux que mon site soit pertinent, il faut que je travaille dessus. Donc, c'est, on va dire, entre 3 et 6 mois. Par contre, une fois que tu as acquis de la pertinence du point de vue de Google, ça se perd pas facilement. Franchement, je veux dire. Donc, c'est quelque chose qui est assez fort. C'est un fort trafic parce que tout le monde a confiance dans Google et dans ce qu'il met comme étant le plus pertinent par rapport au SEA qui marche très bien. Et puis, quelque chose qui n'est pas négligeable, vous savez, on commence tous à faire nos demandes à la voix. Donc, Google a sorti des stats qui disaient que d'ici 2-3 ans, il y a à peu près, je crois que c'est 40, 50, 60% des recherches sur Google seront faites à la voix. Et donc, ça pose la question, on va en parler après, de qu'est-ce que les gens cherchent et comment ton site, il ne répond pas juste à communication unifiée, mais à je veux travailler de la maison comme si j'étais au bureau. Donc, en fait, les long tail, comme on dit, c'est-à-dire ces phrases,
vont être effectivement clés pour Google, et Google est en train de tout orienter vers de plus en plus ces phrases longues. Pourquoi? Parce qu'en fait, il prépare l'arrivée de la recherche vocale, qui pour l'instant est encore modeste, mais qui a une croissance phénoménale. Ouais. Dans les moins, juste pour finir celui-là, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de temps. Quelque chose qui est complexe. Hein. Je veux dire, pour parler un SEO, votre site ne sera pas vu dans le monde concurrentiel dans lequel on est. Hein. Évidemment, si vous avez dans le monde concurrentiel dans lequel on est, il y a un travail qui est long. Donc, comme je disais, c'est des résultats qui ne sont pas instantanés. La concurrence est rude parce qu'on est tous sur les mêmes mots-clés. Hein. Donc, on achète tous téléphonie d'entreprise, téléphonie cloud, Centrex, etc., etc., etc. Bon, il n'y a pas de résultat garanti, c'est-à-dire que sur le SEA, par exemple, on paye que si ça clique, on a des leads, il y a un résultat très rapide, assez vite, hein, mais c'est beaucoup moins. Et puis, il y a besoin de beaucoup d'outils. Donc, effectivement, c'est vraiment l'outil le plus puissant, hein, le SEO. C'est votre site, il doit avoir été pensé, quelque chose qui m'a vraiment… Voilà, c'est la première fois, hein, je t'avoue, hein, que je faisais un site qui est parti de « les gens cherchent quoi ?» et on construit le site par rapport à ce que les gens cherchent. Ouais, donc ce fameux buyer persona. Ouais. Et puis finalement, c'est aussi le lien entre ce qu'on est nous-mêmes en tant qu'entreprise avec notre proposition de valeur et le buyer persona. Il faut faire le lien entre les deux pour avoir une communication web qui soit adaptée. Ouais. Oui, mais avant d'avoir des articles, on va dire, théoriques intéressants, enfin voilà, donc il faut rentrer par ce qu'il cherche. Et ensuite, effectivement, c'est la valeur, c'est ce qui fait ta valeur, qui fait qu'il va rester, qu'il va être intéressé. Donc, alors c'est super pour le marketing, hein, effectivement, hein, c'est comment je lui parle, quels sont les mots que j'emploie. On voit bien, on fait depuis les boîtes de 3 personnes jusqu'aux boîtes de 40 000. Bon, c'est clairement pas même sur les mêmes sujets, c'est pas les mêmes mots. Donc, ça se retrouve dans le SEO, c'est-à-dire que quand on est sur des mots-clés uniques, c'est assez facile. Mais dès qu'on va vers des expressions plus descriptives, hein, dès qu'on va vers des expressions de phrases, comme si on se projetait que quelqu'un l'avait dite dans son moteur de recherche, évidemment, ça devient de plus en plus complexe. Par contre, c'est de plus en plus puissant. Hein, puisque si vous avez une phrase, tu l'as dit, si tu es reconnu par Google comme étant celui qui répond le mieux à « je veux changer mes télécoms », tu es le roi du monde. Parce que tu vas arriver systématiquement en premier. Et voilà. Et donc, c'est la complexité. Le choix des mots-clés, moi, je ne saurais vraiment trop vous encourager à faut bosser avec des pros. Je veux dire, le choix des mots-clés, parce qu'en fait, l'intuition du mot-clé, voilà, j'ai mis attention au danger d'erreur mortelle, c'est-à-dire que vous êtes des pros, on baigne tous dans ce métier. C'est rarement ce qu'écrit votre cible sur Google. Hein. Donc, ça demande des outils pour aller regarder tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils tapent, et en tirer des conclusions et décider par contre là où vous investissez, là où vous n'investissez pas. Il y a plein de moyens. En tout cas, il faut se méfier énormément dans les mots-clés. Donc, c'est mon cas, par exemple. J'ai toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions. Je me trompe souvent. Et donc, les agences, c'est leur métier. Hein. Vous pouvez le faire vous-même, mais voilà, il y a énormément… Et puis surtout, si je me trompe, mais Google te donne un peu cette visibilité de ces mots-clés, non? Non, mais Google, lui, il y a des choses. La difficulté qu'il y a, c'est d'analyser chaque mot-clé, qui le cherche, pourquoi il le cherche, quelle est la récurrence, quel type. En fait, tu as plein d'outils qui te donnent ce qui est cherché. Toute la difficulté, tu en as, je ne sais pas moi, des centaines, hein, des milliers même, par rapport à chacun. Et la question, c'est la stratégie que tu mets, c'est-à-dire sur lesquelles tu vas travailler. Je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne dans la construction d'un site. D'accord. Juste un petit point, voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc juste quand même, donc c'est un peu la fin des sites web qui t'exposent un produit sans chercher à s'intéresser à l'utilisateur ou à l'acheteur. Ah oui. Et on n'est pas dans… J'ai vu un site web l'autre jour qui m'avait assez interloqué. C'était un site web où en fait, c'était les clients de la société qui te vendaient le service. Et finalement, c'était de la recommandation, c'était les promoteurs sur le web du site web de cette société qui te vendaient le service et qui t'expliquaient pourquoi ils l'avaient acheté. En fait, tout dépend. Par exemple, plus on va monter dans le grand compte, on sait que plus on monte dans le grand compte, plus l'importance du commercial est fondamentale.
plus on a des experts en face de soi. Et donc, plus on descend vers la PME, TPE, plus on est là pour faire du lead, plutôt avec des délais courts. Je vais accélérer parce que après, sinon, je vais prendre la… Vas-y. Je voulais vous montrer juste un exemple de ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, je prends l'exemple, nous on a fait le cocon, ça s'appelle un cocon sémantique. Cocon sémantique, c'est tout ce que les gens cherchent autour de votre thème. On a fait le concours sémantique autour de la fibre optique, forcément, c'est quand même un sujet fondamental des télécoms. On en a détecté, alors donc les experts nous ont dit, voilà, il y a 500 mots qui sont cherchés, donc c'est un concours sémantique de 500 mots, et il vous faut, pour être idéalement, pour répondre à tous les besoins de Google, il vous faut 15 pages. Bon, on n'a pas fait 15 pages, on ne sait pas faire 15 pages, mais finalement, en fait, d'abord, ils ont cherché 500 mots, 500 expressions qui étaient faites. Ils en ont déduit une structure pour que chaque grande catégorie de mots par rapport à une page mère, qui est une page fibre, et ben là, il va y avoir des pages filles. Donc, il y a le FTTH, il y a le FTTO, il y a plein de pages filles comme ça. Et puis en dessous, il y a plein de petites pages pour que Google, lui, se dise « Waouh, ce site-là, il est carton, quoi. C'est la star des sites qui parlent de la fibre. » Et c'est ça la démarche. Donc, on part d'abord de ce qu'ils cherchent, on en déduit une structure et ensuite, on remplit les pages par rapport à ce que les gens cherchent. C'est ça, en fait, qui fait la force du SEO aujourd'hui. Et pour conclure, parce que tu m'avais demandé un petit peu, nous, comment on marche. Donc, nous, on a une grosse machine, pour vous donner un peu, pour être transparent. Donc, on a une quarantaine de commerciaux qui ne vivent que des leads qu'on leur envoie. Voilà. Et donc, tu m'as demandé le ROI un petit peu. Nous, on fait 100% de l'entrant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de télémarketing sortant. De temps en temps, on craque, on en fait, mais ça ne marche jamais. Et quand même, l'inbound, vous voyez, l'inbound par rapport à ça, c'est 85%. Alors, je mets l'emailing en outbound parce qu'il faut toujours en faire un peu. Mais l'inbound, c'est quand même 85% des leads qu'on sort. Et on a, une fois que j'ai tous mes coûts de people, etc., on est à un ROI x2 et, sur 12 mois, en sachant que nos clients restent 36, 40 mois. 4, 5, oui. Donc, voilà, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Je dirais, et on a quand même 4 personnes, 4 personnes pour uniquement la lead gen, et on a 2 personnes uniquement pour le site. Donc, bon, on a des moyens forcément de télécom entreprise, mais effectivement, voilà, c'est le moyen d'aller très vite et c'est très puissant. Ouais, et puis vous avez internalisé l'agence d'une certaine manière. Oui, on a beaucoup d'agences. En fait, c'est des métiers, surtout sur Google, ce sont des métiers. Google change ses algorithmes très, très rapidement, mais Facebook aussi. Facebook a changé son algorithme il y a 1 an et demi parce qu'il voulait qu'on puisse aller faire du business pour cibler des patrons de PME, du B2B. Donc, voilà. Donc, les agences, ça va trop vite. Je pense qu'il faut internaliser des compétences, mais que sur ce métier-là, quand on a les ambitions qu'on peut avoir nous, voilà, on a beaucoup d'agences parce que c'est devenu extrêmement complexe. Donc aujourd'hui tu alimentes 40 commerciaux avec de l'inbound et de l'outbound, mais avec cette stratégie-là, en donnant un lead par jour, 2 leads par jour. Oui, c'est ça. C'est entre 1 et 2. Alors, là, avec la reprise, avec le rattrapage, là, comme on avait une machine très forte, on est plutôt à 2, 2,5 par jour. Ce sont des leads qualifiés c'est-à-dire qui ont été qualifiés en télémarketing, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle, qui vérifie que c'est bien un projet de moins de 3 mois, avec tout un tas de caractéristiques, et ensuite qu'il passe au commercial. Donc, c'est à peu près 2 par jour. D'accord. Donc, c'est une belle machine sur laquelle, en fait, tu mélanges différentes stratégies d'inbound pour être sûr d'arriver à tes fins et remplir les agendas des commerciaux. Ah oui. Et en plus, on fait des campagnes. De temps en temps, il faut aller faire du programmatique, il faut aller faire du display, il faut aller chercher les gens. Là, en ce moment, on va beaucoup les chercher parce que même s'il y a du rattrapage, post-crit, ce n'est pas simple. Donc, c'est là qu'il faut aller mettre du display là où ils vont, être le plus présent possible. Il n'y a pas de miracle aujourd'hui, il faut tous les leviers en même temps. Pour ce type de stratégie, attention. Ouais. Donc, il faut avoir clairement défini son buyer persona et ce qu'on va apporter et ce qui va intéresser en fait notre acheteur potentiel. Il faut avoir dessiné un site web, designé un site web qui va répondre aux recherches de ces différentes personnes, les intéresser. On veut les intéresser, on ne veut pas s'intéresser nous-mêmes, on veut les intéresser eux. Donc, il faut les séduire à travers notre site web. Et ensuite, à partir de là,
Et si le site Alors, web moi, j'aime pas séduire. J'ai réalisé tout à l'heure, moi, c'est pas de la séduction, il faut les intéresser. les intéresse, C'est fondamentalement différent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment les intéresser. La séduction, c'est encore mieux, mais bon, dans le B2B, ouais. Et ensuite, donc, tu as les techniques de référencement gratuits et payants qui vont te permettre de les toucher, finalement. Donc, dans le processus, je les ai définis, j'ai un bon site web, je fais du référencement, ces gens arrivent sur mon site web, et une fois qu'ils sont sur mon site web, ils vont faire un call to action qui va être une demande de rappel, exactement. Ah oui, oui, derrière, il y a tous les etc., leviers. etc. Bah, les deux plus gros, c'est quand même le téléphone. C'est quand même gros, hein, les gens qui appellent. Ça reste, nous, c'est 30% à peu près, c'est ce que j'ai mis là, ouais, numéro de téléphone en 30, en 25. Il y a les gens qui préfèrent appeler que de laisser un formulaire. Sinon, il y a le callback, rappelez-moi immédiatement. Enfin, tu vois, il y en a des tonnes. Hein. Le seul truc, c'est qu'est-ce qu'il a envie de faire. Il veut faire du chat, il faut qu'il ait du chat. Il veut appeler, il faut qu'il puisse appeler. Il veut envoyer un mail, il faut qu'il puisse envoyer un mail. Voilà, c'est qu'est-ce qu'il a envie de faire. Ouais. Je voudrais revenir sur ce truc-là parce qu'en fait, je trouve que, moi, j'avais un peu compris ça et ça date de 2013, je crois, chez Mytel. Je sais pas si c'était Jean-Denis qui nous avait fait cette presse, mais j'en suis sûr presque en fait. Tu nous parlais du ZMOT, le Zero Moment of Truth, il me semble, qui était le moment où le prospect potentiel est virtuellement le plus proche de l'entreprise et prêt à s'engager. Et donc il est sur le site web, il est intéressé, on voit qu'il navigue un certain temps, peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais on peut voir qu'il est là et qu'il est sur le site web et qu'il faut le prendre, qu'il faut l'attraper. Alors, il y a des chatbots aujourd'hui qui permettent de l'interloquer et d'aller de l'avant pour lui parler. Et puis ensuite, il y a cette demande de rappel, cette demande de prise de contact, cette demande de devis. Et en fait, à ce moment-là, chaque minute compte, en fait. Et plus on attend, plus en fait, ce prospect chaud est en train de se refroidir. Et donc, en fait, il faut mettre en place, Jean-Denis, un processus commercial, on le voit bien, hein, qui va être capable de ferrer ce prospect pour le signer dans les meilleurs délais ou pour prendre le rendez-vous de conversion, j'ai envie de dire. C'est ça, hein, Jean-Denis? Oui. Alors, là aussi, je loue Pierre-Antoine d'avoir segmenté un peu toutes ces typologies de clients parce que, évidemment, on ne s'intéresse pas à un grand compte, à une ETI et une PME de la même manière. Et un prospect chaud sur un grand compte, c'est tout à fait relatif. Non, là encore, Google, à nouveau, Google a théorisé ces fameux moments de vérité et nous apprend que justement, ça n'a pas beaucoup évolué depuis, sauf que Google a rajouté d'autres moments de vérité. Il nous apprenait qu'à ce moment-là, 11 sources différentes étaient consultées ou 11 contacts différents d'informations étaient consultés par un acheteur avant qu'il commence à prendre une décision et que souvent, alors j'ai vu dans les slides de Pierre-Antoine que Sirius reprenait un peu la même idée, que souvent 60 à 70% de l'influence, et c'est un mot important, de l'influence du prospect ou de la personne qui est intéressée par un projet se fait avant même le premier contact commercial. Donc ça positionne un peu cet enjeu cette question de l'influence qui devient un peu où et comment je vais influencer mes audiences. Et là, justement, ça va amener à avoir un certain nombre d'effets et d'outils qui sont déployés. Et si dans notre métier B2B tech, on s'intéresse à qui sont les influenceurs, on avait fait une étude au CMIT, qui est le club des marketeurs InTech, auprès d'une centaine de DSI, et les DSI nous disaient qu'avant toute chose, ils étaient eux-mêmes influencés par les DSI. C'est-à-dire qu'en fait, la marque, soit Mytel, Bouygues ou autre, influence de moins en moins, a une force de vérité absolue de moins en moins forte auprès du prospect ou de notre interlocuteur, et que en fait, on a plus tendance à croire son voisin, sa famille, et en l'occurrence le DSI, un autre DSI, Un même s'il promoteur, attend. Pardon? un promoteur ou un ambassadeur finalement. Exactement, on est un peu dans cette idée-là. On est influencé en premier, ou un DSI est influencé en premier par un autre DSI. Pourquoi? Parce qu'il aura fait l'expérience, il estime qu'il aura fait l'expérience, il estime qu'il aura fait le choix et qu'au moins un promoteur ou un ne va pas lui mentir. Alors, ce qui est tout à fait faux, parce que
les stratégies d'influence, c'est aussi se payer des influenceurs et demander à des influenceurs d'influencer les prospects. Donc, rien n'est gratuit dans ce monde. La deuxième catégorie d'influenceurs qu'on peut identifier pour un DSI ou un responsable achat, et là on est plutôt sur les grands comptes, c'est les analystes. Il y a toujours cette fameuse prime à Gartner en France, un peu plus d'autres acteurs, qui fait que si je prends la solution qui est recommandée par Gartner auprès de ma direction générale, je ne prends pas un grand risque et voilà. En même temps, tous ces grands analystes eux-mêmes ne prennent pas de très grands risques. Donc, rarement, ils vont vous proposer la solution ultra innovante ou ultra nouvelle. Néanmoins, ne pas être présent ou ne pas faire ce travail, et là je parle plus aux éditeurs, parce que c'est évidemment plus difficile pour un intégrateur ou une SS2I d'aller influencer un Gartner, vu les coûts de prestations pour être dans les salons, être référencé ou sortir des documents auprès de Gartner. Il y a une troisième catégorie d'influenceurs qui est assez importante. Après, du coup, si on prend, tu vois, typiquement un intégrateur régional dans le Rhône-Alpes, son réseau d'influence, il peut être beaucoup plus local finalement. Ça peut être Oui. la chambre de commerce, ça peut être. Alors, les institutionnels, oui, les institutionnels, ils arrivent assez loin dans cette liste d'influence. J'allais venir dans le local. Une chose qui est très intéressante et souvent sous-estimée, c'est le bureau d'études et le consultant. La plupart des éditeurs ont lâché l'affaire de l'influence des bureaux d'études parce qu'ils ont tous fait des économies sur ces prestations ou sur ces adressages. Mais néanmoins, un bureau d'études, et de plus en plus, on a des très gros bureaux d'études ou des très gros sociétés de consulting. On en a aussi beaucoup de petites qui n'ont pas le temps de faire ces recherches sur les nouvelles technologies, etc. Et si vous arrivez à influencer par de l'information, et là encore, je rejoins ce que dit Pierre-Antoine, l'important, c'est d'être intéressant avant tout. C'est-à-dire qu'un bureau d'études, il ne se sentira pas influencé si vous lui apportez une richesse intellectuelle fonctionnelle sur une nouvelle norme, sur des fonctionnalités qui vont l'aider à mieux faire son travail. Et donc, en fait, cette troisième catégorie, qui sont les bureaux d'études et les consultants, sont vraiment des influenceurs qui sont accessibles par les intégrateurs régionaux, les intégrateurs de toute taille, et vont se créer des relations d'auto-influence, parce que quand on parle de leads, on peut parler aussi de leads croisés, et que si vous avez détecté qu'une société déménage, le consultant il est aussi intéressé en amont d'avoir des projets et des leads, et peut-être qu'il s'intéressera un peu à vous ou à votre solution le jour où il fera son appel d'offres, où il vous consultera. Et puis, si on a t'as vraiment cette logique d'écosystème, quoi. Alors, il faut utiliser son écosystème pour créer l'influence. Voilà. Et en fait, t'es éditeur et Mitel est une boîte globale, donc forcément tu nous parles de Gartner, mais je cherche les influenceurs d'un intégrateur régional en fait là-dedans. Voilà. Ça peut être son réseau d'apporteurs d'affaires traditionnel, quoi. C'est ça, exactement. Gartner va permettre une influence sur le produit, sur la technologie, rassurer le grand compte, mais rassurer dans une des étapes du fameux tunnel de conversion. On adore ce mot au marketing, cette idée qu'on va amener une maturité et détecter une maturité chez un prospect et à ce moment-là le transformer, le basculer. J'ai compris que Pierre-Antoine ne séduirait pas, mais l'intéresserait. Mais on aime ce côté-là. Néanmoins, c'est le job de l'éditeur de le faire. Par contre, le travail local de référencement, de témoignage qui est très très important, et de bureaux d'études, et même la quatrième famille que je nommerai, qui est la presse aussi influence. C'est-à-dire qu'on a vu les dégâts qu'a fait la presse sur les dégâts au début, la promotion qu'on peut faire autour des solutions type Zoom, pas particulièrement matazoté, mais il y a eu un beau travail de fait autour de Zoom, mais il y a une destruction. On adore brûler en France, on adore brûler les gens qu'on a hissés en haut, et c'est la presse surtout qui a travaillé à ça. Et maintenant, on voit des DSI qui interdisent l'application Zoom. Ça aurait pu quelqu'un d'autre, en l'occurrence. Mais la presse, c'est importante, et la presse IT, tech, régionale. Et d'ailleurs, cette presse tech, de plus en plus, derrière cette presse tech, il y a des très très grands acteurs de la lead gen. Et on citait tout à l'heure le monde informatique ou CIO, eh bien d'ailleurs c'est Itefacto. On peut penser aussi à Silicon avec une grosse agence qui est derrière, ou ZDNet. En fait, la plupart des sociétés de presse maintenant ont intégré des opérations de lead gen ou
sont possédés par des grosses sociétés qui font de la lead gen. Donc, ce travail que nous on mène… Oui, vas-y, je t'en prie. Non, je continue. Pardon. D'accord. Ce travail que nous, on mène sur l'influence, chez Mitel en particulier, il est plus soft. On travaille beaucoup sur la presse et notamment en ce moment de télétravail, on l'a vu. Il y avait un vrai enjeu d'éducation autour de ce que nous, on a appelé comme une continuité d'activité et pas un vrai télétravail. Et ce qui nous a permis de vouloir nous exprimer au sein de titres comme Les Échos, Forbes ou ce matin même Madines. C'est pour nous une approche un peu plus soft de l'influence. Je crois qu'on fait comme Pierre-Antoine de l'achat de mots-clés, du SEO, du SIA, quoique cette problématique de SEO, SIA, elle est maintenant gérée globalement à Dallas, Texas, sur des batailles de mots, et je le rejoins aussi sur les mots qu'on emploie nous. C'est-à-dire qu'on a fantasmé longtemps à parler beaucoup de communication d'entreprise, mais la communication d'entreprise, personne n'utilise ce mot. Les gens parlent de téléphonie finalement. Et on a encore beaucoup de clients ou de prospects qui, dans les TPE, vont vous parler de standards téléphoniques. Et par contre, dans notre grande intelligence marketing, on n'aurait jamais eu l'idée d'acheter le mot standard téléphonique. Mon Dieu. Nous, on fait des communications unifiées, ouais. Ah, mais en fait, qui parle de communication unifiée, quoi? On veut une solution de collab, ton truc de partage de documents, ou ton truc qui permet de faire de la vidéo ou de la visioconférence. En fait, il faut être pragmatique et il a raison, il faut utiliser le vocabulaire de nos utilisateurs. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans vos membres ait le temps, l'argent de définir, de créer ce qu'on appelle les personas qui ont été très bien décrits par Yasser au démarrage. C'est très, très utile. Mais en même temps, ça vit tellement vite. Et puis, au final, on sait grosso modo ce qu'un client ou un prospect consulte, se déplace ou pas sur un event et compagnie, dans une taille normale. Le persona sera très, très intéressant dès qu'on va intéresser du grand compte, puisque là, on va être sur des matrices d'influence, du mapping, c'est-à-dire de savoir quel DSI d'un groupe est en contact avec un autre DSI, ou comment cet acheteur influence le DSI, ou comment il faut savoir toucher différentes directions métiers qui ont plus de pouvoir ou plus de budget et qui vont influencer le DSI. Néanmoins, ce travail, il est très compliqué à faire ou très, très coûteux en investissement, et c'est peut-être une question que vous pourrez me poser, de savoir qu'est-ce qu'il faut privilégier quand on est intégrateur d'une taille moyenne en région. Eh bien, c'est de savoir déjà quel est le temps et le budget qu'on veut allouer à tout ça. Parce que il faut surtout pas essayer de faire le contenu rêvé. On va faire un livre blanc dans l'année et puis c'est fini, parce que vous aurez grillé tout votre argent sur un sujet. Et puis à ce moment-là, peut-être une crise arrivera, ou peut-être une célébrité va mourir, ou une célébrité va se marier, et que toute votre information, le moment de votre lancement, sera crachée parce qu'une information nouvelle aura poussé une autre. L'important dans tout ça, c'est d'avoir une approche régulière et de trouver les endroits où on va pouvoir chasser. Alors, j'aime pas utiliser cette terminologie guerrière de la chasse, etc. Néanmoins, c'est assez facile d'illustrer. Quand je fais le tour des sites web de mes partenaires, à part quelques très gros qui ont des sites web assez propres, la plupart de vos sites web chez chaque partenaire, ils sont pas top. Hein. Ils sont pas top parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Alors, c'est vrai qu'il y a des solutions d'éditeurs qui vous proposent de partager du contenu, mais au final, il est plus simple, c'est-à-dire d'aller chasser sur un site web d'un éditeur ou chasser sur le site web d'un site de presse, là où sont vos cibles, que d'essayer de les faire venir à votre propre oasis. Et aujourd'hui, il est très, très difficile pour une marque qui ne va pas investir beaucoup d'argent, comme Bouygues, qui est très, très riche, avec beaucoup d'argent, beaucoup de gens qui travaillent autour de l'achat, une stagiaire qui appelle pour se faire référencer, etc. On ne fait pas ça, nous. Eh bien, si vous n'avez pas ce temps-là et cet argent-là, investir massivement sur votre site web, ça va être très compliqué. Ça ne va pas vous rapporter beaucoup de ROI. Donc, autant aller peut-être dans des portes ouvertes, peut-être dans des salons régionaux, ou aller investir avec des partenaires ou acheter du leads en co-marketing avec vos éditeurs sur des sites là où sont vos clients. Vous essayez, pourquoi pas, au social selling sur LinkedIn. Évitez Twitter, parce que finalement, Twitter, c'est du microblogging, c'est sympa, c'est bien pour la com, c'est bien pour le marketing, c'est bien pour la presse, mais c'est pas là où vous allez engager des conversations. Sur LinkedIn, vous pouvez avancer, créer des conversations, mais si vous n'avez pas le réseau de DSI, c'est pareil, il faut mieux aller squatter le réseau de vos camarades ou de vos voisins ou d'autres DSI, et surtout, ne pas passer votre temps à faire des conversations sur LinkedIn. L'idée, c'est de vendre à la fin. Si un client il s'intéresse à vous, mais que vous parlez pendant des heures, en fait,
En fait, c'est pas LinkedIn n'est pas Tinder. On n'est pas là pour rester des heures à essayer de séduire quelqu'un. On est là pour prendre un rendez-vous téléphonique, faire une rencontre réelle, en vidéo ou en réel, et vendre quelque chose. Si au final, vous voyez que des gens se mettent à longtemps à parler, à parler d'émotionnel, etc., et là, je paraphrase Bruno Friedlansky, qui est un spécialiste du sujet sur LinkedIn, eh bien, vous perdez du temps et perdez de l'argent. Donc, il y a des territoires comme ça qui sont effectivement des territoires nouveaux, mais il faut vraiment savoir ce que vous voulez mettre comme temps et ce que vous êtes prêt à consacrer comme temps et comme argent sur ces sujets-là. Après, je suis désolé, mais je te coupe avant. Je peux pas te laisser dire ça. Désolé, tu peux pas nous dire qu'il faut pas qu'on s'intéresse à notre site web et qu'on n'ait pas un site web attractif. Alors, à un moment donné, c'est pas l'image de ton entreprise. Et si tu commences à dire ne faites pas votre site web parce que vous allez y passer trop de temps, ça va vous coûter trop de temps. C'est pas ce que je dis. Tu vois, ce que je dis, il faut avoir un site web, bien sûr, mais regarde ce que disait Pierre-Antoine. Pour avoir son fameux, cette couverture, son mapping d'un mot-clé, il peut être amené à vouloir ou à pouvoir développer 14 pages sur le sujet pour couvrir l'ensemble des mots. En fait, il faut avoir un site web. Mais ne rêvez pas, c'est pas votre site web, si vous êtes un partenaire d'une table de taille régionale qui va vous ramener du spontané, etc. Oui, il en a fait une machine de guerre, il y arrive certainement un peu. Mytel, on y arrive aussi, mais c'est pas si simple. Votre argent, elle doit pas être que sur le site web. Bien sûr, votre site web, il est propre parce que c'est votre carte d'identité. C'est comme LinkedIn. Un client, à un moment donné, il va se dire, tiens, ce Laurent Silvestri, il m'a l'air sympa, une page, tiens, c'est quoi sa boîte? Allez, je vais taper sur Internet. Qu'est-ce qu'on dit sur Laurent Silvestri? Et donc, effectivement, on tombe sur ton site web. Donc, si tu as un site web qui est pourri, qui parle de trucs d'il y a 20 ans, qui n'a pas d'actualité, qui n'a pas des photos, qui dit qu'il est partenaire avec Astra, alors qu'en fait, Astra, ça n'existe plus et que c'est Mytel maintenant, évidemment, on a une perte de confiance. Néanmoins, ce que je dis sur le site web qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas rêver, vous n'allez pas le transformer en machine de guerre à Nice. Après, il y a quand même, tu vois, ce sujet où le défaut de la plupart de nos sociétés qui se corrigent progressivement, c'est qu'on avait tendance à parler de nos produits, de les afficher. On était content de mettre l'IPBX Astra 5000 en photo en disant c'est la machine qu'il vous faut. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que c'est pas ça qu'on cherche, c'est quel service ça va me rendre, pourquoi je vais l'acheter, mais enfin, finalement, c'est quels sont les usages plus que le produit. Donc, on doit accompagner toute cette transformation. Et nos intégrateurs, nos adhérents doivent vraiment être dans cette démarche de parler via leur site web à un utilisateur qui va se dire je veux ça parce que ça me convient, ça clique dans ma tête finalement. Mais oui, parce que tu vas pas cliquer devant un Astra 5000, mais tu vas cliquer devant la fonctionnalité de télétravail ou devant la fonctionnalité de résilience ou de je peux téléphoner du monde entier, j'en sais rien quoi. Oui, mais là tu parles de la pertinence de ce qui est écrit. Je suis complètement d'accord, hein, mais c'est différent entre la pertinence que tu écris, c'est-à-dire que ton client, il a reçu un mail, il a vu un commercial, il a été sur un salon, il va sur ton site. Je pense qu'il faut partir du principe que 100% des clients vont venir voir votre site quand ils ont eu un coup de fil, ils ont vu un commercial. Et donc, si vous n'êtes pas fier de ce qu'il va lire, il faut partir du principe qu'il va se barrer. Et donc, là, il voit un commercial, il y a un mec qui l'a appelé, même s'il l'a envoyé bouler, il va aller voir qui c'est, il va aller regarder sur le site. Donc, là, tu parles du contenu, de la pertinence. Je mets un bémol par rapport à ce que dit Jean-Denis sur Keio. Je vais prendre l'exemple de Keio. Ils sont deux. Sur digital, ils sont plus visibles que nous, par exemple. C'est-à-dire que depuis le début, ils ont une stratégie qui était d'être présents, d'être visibles. Ils ont eu une énorme stratégie SEA, SEO, hein, même tout SEO, presque tout, enfin les deux, les moitié-moitié. Et tu veux, tu as la responsable commerciale et puis deux pendant des années. Donc, ça nécessite quelque chose. D'abord, c'est du long terme, et puis c'est un levier parmi plein. Hein. C'est-à-dire, si tu n'as pas de commerciaux, si tu ne vas pas sur les salons, si tu n'as pas de contenu intéressant, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'il y a quand même les deux sujets. Il y a ton site, qui n'est plus un site vitrine, c'est un site qui est fait pour convertir le mec qui vient, d'accord ? Convertir au sens, dans sa tête, quelque chose se produit. Hein. Il dit, putain, le mec m'a appelé, finalement, je vais le rappeler, le commercial, ça a l'air intéressant. Et donc, des fois, moi-même, moi, je vais sur notre site et pourtant, on y bosse. Hein. Des fois, je lis des pages, je me dis, putain, c'est pas possible, on ne peut pas écrire ça. Vire la stagiaire. Voilà, il y a du boulot, mais celui qui, à un moment, décide d'y aller, tu peux, avec des moyens
relativement modéré, hein, quand tu es une petite boîte, donc tu as les moyens, tu peux quand même faire ressortir ton site. Ça prend du temps, c'est de la stratégie, mais tu peux y arriver. Je pense, enfin, moi, je l'ai vu maintes fois, mais après, enfin, voilà, je pense que on veut attirer les gens, donc on va faire en sorte que les internautes viennent sur notre site. Si notre site, il n'a pas de la gueule, et il n'est pas capable de parler à un internaute avec les mots que l'internaute a envie d'entendre, on fera jamais de conversion. Le mec va partir tout de suite, il nous aura oublié. Donc, il y aura jamais le call to action avec la transformation, demande de rappel, demande de devis, etc., etc. Et même, enfin, d'une manière générale, l'image qu'on laisse, même si on fait de la prospection téléphonique, comme tu le dis finalement, même dans le cas d'une prospection téléphonique, si on n'a pas un bon site web qui est dans cette démarche d'aujourd'hui de parler du service que je rends plutôt que du service que j'ai envie de vendre, on va jamais convertir. Que ce soit du phoning ou de l'inbound quelque part. Oui, la marque pèse de moins en moins. Je disais tout à l'heure, un DSI, c'est pas une fashionista. Et surtout dans le monde de l'IT, aujourd'hui, en PME, TPE, on voit c'est la fonctionnalité peut-être, le prix aussi, mais la marque fait de moins en moins vendre. On n'est ni Nike ni Adidas. Donc, mais c'est le service rendu en fait, c'est pas la marque. Ouais. Et ça, en fait, il faut des preuves. Et en fait, dans tout ça, tu vas avoir à parler de preuves de succès. On parlait des ambassadeurs. Donc, il va être rassuré s'il voit que ton site il existe, que tu as une belle image, que tu as peut-être un beau building, ou qu'il y a des vrais gens derrière. Moi, je trouve assez intéressant dans les sites de partenaires de voir qui incarne la société. Parce que souvent, chez le partenaire, la marque elle est moins connue que le patron ou le directeur commercial qui sont censés l'incarner, comme ils l'incarnent sur LinkedIn d'ailleurs. Puisque finalement, dans cette relation-là, on parle de H2H. On fait beaucoup plus confiance à l'humain ou la personne, le contrat qu'on va passer avec la personne. Et donc, on doit incarner ça. Et sur le site web, je verrais bien plus justement l'incarnation de la marque plutôt que des photos de terminaux téléphoniques, même s'ils sont utiles à un moment donné, parce qu'ils veulent savoir quelle tête ça aura ou quelle tête a l'application. Mais finalement, comment on incarne cette marque et comment on incarne cette marque en tant qu'entreprise et comment d'autres clients, les fameux témoignages clients ou testimonials, ont fait confiance à cette entreprise et pourquoi ils ont fait cette confiance à l'entreprise. Et ça, sur le site web, ça a un vrai intérêt. Mais là, on est dans un site web, comme le disait un peu Pierre-Antoine, même si je mets un bémol moi aussi, on va réassurer le client. Il vient, il est réassuré, on existe bien, etc., etc. Il y a certes, depuis tout à l'heure, tu écoutes ce qu'on dit en fait. Et j'ai envie de te laisser la parole. C'est quoi ton commentaire par rapport à tout ça? Donc, tu vois, on est tous un peu des profanes du digital. On a des intégrateurs de taille moyenne, 10, 15, 20, 30 salariés, qui ont les moyens qu'ils ont, mais en même temps qui doivent être visibles, qui doivent profiter de l'opportunité de la révolution 4.0. C'est quoi ton conseil quand on commence en fait? Il faut quand même avoir cette page vitrine. Le référencement naturel, on le fait nous-mêmes, on le sous-traite. Le référencement payant, j'ai cru comprendre qu'il valait mieux le sous-traiter de toute façon. Comment tu vois les choses en fait? Alors, le contenu, déjà tu vois, c'est pareil parce qu'on n'est pas des experts du contenu. On est mauvais même là-dedans puisqu'on a tendance, encore une fois, à afficher nos produits comme si c'était des superstars. Mais... Alors, juste pour revenir et rebondir sur cette question de site web, qui est un élément central de l'inbound et qui n'est surtout pas à remettre en question. Sauf que la crise sanitaire, elle nous a appris quelque chose de très important, c'est que les internautes et les mobinautes ont gagné en maturité. C'est qu'ils ne veulent plus un site vitrine normal, même avec des fonctionnalités, avec une user experience basique, même 2.0. Ils veulent maintenant du 3.0. Qu'est-ce que le 3.0? C'est du smart web. C'est quelque chose, c'est un web plateforme. Ils veulent de la plateforme. Ils veulent de l'appli. Ils veulent plus un site, même un site qui est très, très bien fait, avec des landing pages, avec de la conversion, etc. Ça, à mon avis, c'est avant la COVID-19. Moi, je pense, après la COVID-19, on aura besoin de vraies plateformes qui sont développées en mode hybride. Je suis en train de développer une plateforme en ce moment. Et je peux vous dire qu'on est en train de la penser dès le départ en mode hybride. C'est-à-dire, on est sur un framework web et mobile
pour une expérience mobile très, très, très appuyée et très, très, très poussée, qui donne des fonctionnalités, qui donne une vraie expérience au mobinote. Ça, c'est très important. C'est de Mais l'expérience. là tu es B2B ou B2C? Parce qu'en effet, bon, je peux comprendre qu'un utilisateur grand public se dise, je vais sur un site web et ça y est, je me lance tout seul Mhm. sur une plateforme finalement. Mais est-ce que tu vas faire la même chose sur du B2B? Oui, moi, j'ose faire des choses vraiment B2C, comme je l'ai dit au début. J'ose faire des choses un peu B2C dans le B2B et vice-versa. Je me plais à faire ce genre de choses. Ça peut même relever de l'innovation, parfois de la disruption, mais ça peut disrupter certaines choses, donc certains procédés, et qui peuvent faire mouche auprès de clients B2B en l'occurrence. Donc, moi, l'expérience mobile que je vais donner, et si je dévoile un petit peu de ma stratégie, comme je suis dans le learning et dans le e-learning, les concernés, c'est des DRH, c'est des responsables formation. Donc, c'est vraiment une population vraiment B2B. Donc, il va bénéficier d'une expérience mobile très, très appuyée. Et ça, on l'a appris parce que ces DRH-là, ils vont peut-être être reconfinés, peut-être qu'ils vont être en télétravail, peut-être qu'ils vont être dans un mode hybride, flexible, dans un travail flexible, et ils auront besoin d'expériences qui sont un petit peu entre les deux. Voilà un petit peu ma position par rapport, moi je dirais, au smart web et au web des plateformes. À mon avis, il faut offrir. Ouais, alors on n'en est pas là, hein. On en est à peine à avoir un site web. Ouais. Mais il faut l'avoir à minima responsive Il y a avec des landing pages. 15% des navigateurs mobiles, ouais, des mobinotes. Voilà, donc à minima, si on n'est pas en mode hybride, si on n'est pas en appli, si on n'est pas en plateforme, ben à minima responsive, avec des landing pages de conversion, avec, comme on a dit tout à l'heure, moi je sous-traite une bonne partie de mes formulaires auprès de tiers et ça marche très très bien. Donc on peut sous-traiter la partie formulaire pour commencer. Il y a des utilitaires comme Wufo, comme Cognito, etc., qui peuvent faire l'affaire en matière de conversion, en gestion de fichiers clients, de conversion, etc. Donc, on peut commencer par ça, mais l'idéal, à mon avis, c'est d'aller vers un web vraiment mobile qui vraiment pousse à l'expérience et à l'enchantement. Hmm. Pierre-Antoine, tu as pas mal travaillé avec le channel, toi aussi, notamment chez Alcatel. Donc, tu connais bien nos membres et tu connais bien le profil des intégrateurs, même si ça date et qu'on a évolué. Hein. On ne prend pas pour des bouseux. Euh, comment tu penses qu'on devrait communiquer, en fait, nous qui faisons de l'intégration réseau, télécom ou informatique, mais c'est quoi ce meilleur moyen de communiquer et quelle devrait être la priorité marketing euh, tu vois, un peu au sens large, mais quelle devrait être la priorité marketing d'un intégrateur aujourd'hui? Bah, enfin, moi, je sais pas, je suis C'est ce vraiment fameux défensif. site web, avoir cette belle vitrine quand même. Non, 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 mais d'abord, alors, je ne suis pas retourné, tu as raison, depuis 4 ans, hein, donc je n'ai pas été regarder les sites, mais on va dire qu'une grande partie des sites euh, sont pas au niveau où ils devraient être. Rien que de ce que tu as dit, c'est-à-dire juste de qualité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de conscience. Alors, moi, je ne suis pas sûr du monde d'après où tout va changer avec le Covid. Je ne sais pas. Un truc dont je suis certain, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui vont s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience qui s'accélèrent, on le voit bien. Je pense quand même que le site aujourd'hui, il faut avoir conscience que 100% des clients, 100% des contacts, à un moment ou à un autre, ils vont. Voilà. Et donc, il y a un côté de fierté, c'est-à-dire que chaque dirigeant devrait être fier de son site, quel que soit ce qu'il y met. C'est-à-dire, il n'est pas obligé d'en faire une machine de guerre pour faire de la lead gen, mais il doit être fier de ce qu'il fait. Après, à qui il parle? Ce qui fait la force de l'intégrateur, il me semble, en tout cas vu du grand là-haut, etc., c'est la proximité, c'est-à-dire cette capacité à parler à un client qu'il connaît dans sa vraie vie, quoi. C'est-à-dire que à un moment, il y a quand même à avoir en tête, c'est mon client qui vient. Je ne sais pas les proportions chez un intégrateur, mais la part de temps passé à la prospection versus la part de temps passé à travailler avec ses clients, elle doit quand même être assez radicale, je dirais, dans l'ensemble. Et donc, je pense qu'effectivement, le site, il faut le penser comme quelque chose qui est
Alors, soit un convertisseur, comme on l'a dit, soit fait pour se projeter. Je pense par exemple que les intégrateurs devraient beaucoup plus parler à leurs clients. C'est-à-dire que finalement, s'ils ne vont pas sur Internet, faire du SEO dans tous les sens, aller chercher du prospect à mort, ça veut dire que ceux qui viennent, c'est des gens, il faut pouvoir les suivre. Euh, et moi, je pense qu'effectivement, le site, l'intégrateur doit être fier de ce qu'il y met et être capable d'exprimer quelle est sa valeur ajoutée, d'accord, par rapport à la proximité, par rapport au fait qu'il connaît beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est forcément des sites qui sont plus larges dans l'expérience, qui ne sont pas focalisés, parce que quand vous allez quand un intégrateur va chez son client, c'est pas lui vendre un truc. C'est-à-dire qu'il a une importance vis-à-vis du client qui est beaucoup plus large, c'est la confiance. Ce qui fait marcher intégrateur, c'est qu'il y a une notion de confiance qu'on n'a pas depuis les GAFA jusqu'en bas, parce que cette proximité, c'est vous qui l'avez. Après, une stratégie marketing, j'en sais rien. Je pense qu'à un moment. Après tu as aussi, enfin, tu le dis sans le dire, on le dit un peu aussi sans le dire depuis tout à l'heure, mais le fait de mettre des témoignages clients, et notamment, tu vois, quand tu es régional, de mettre des témoignages de clients de la région qui sont potentiellement des copains du mec qui est en train de naviguer, ça a un super impact, j'imagine, non? En fait, je pense c'est que il faut que le dirigeant d'entreprise se dise, en fait, il sert à quoi? Il sert à quoi, mon site? S'il ne sert pas à faire de la lead gen à mort comme on fait nous, il sert à quoi? Il sert à rassurer un visiteur, un client, un prospect. Et oui, je veux dire, ce qui fait votre force, ce qui fait la force de l'intégrateur, c'est sa proximité, sa compréhension. Ça doit ressortir de son site. Qu'il a des clients, qu'ils en sont contents, qu'il est capable de les accompagner dans des trucs plutôt complexes, etc. Donc voilà, à quoi sert le site? S'il sert à rassurer la personne qui vient parce qu'elle ne vous connaît pas, ou vous êtes trop petit, etc., le témoignage client vont être fondamentaux. Je ne suis pas sûr qu'un prospect va venir sur le site en se disant je vais voir l'expert absolu de telle technologie. Non, il en a plein d'autres des sites à aller voir pour trouver l'expert absolu de la technologie. Il vient voir quelqu'un où il se dit celui-là, il va m'accompagner, il a déjà des expériences, il est à côté de chez moi, il est flexible, etc. Il me connaît. Et donc, c'est à lui que je vais accorder ma confiance parce que je vois cette crédibilité. C'est pour ça que le site doit être là. Après, être les experts absolus de la communication unifiée, non, il va aller chez les constructeurs, il va aller sur ZDNet, il y a 1 milliard de possibilités de se renseigner. Donc, ce n'est pas là que ça se joue. Ça se joue sur qu'est-ce qui va le rassurer. Et, moi, après, tu peux être l'expert régional de Mytel ou d'Alcatel. Voilà. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, donc à quoi il sert et comment mon visiteur y trouve ce qu'il vient y chercher. Donc, il y a quand même de vraies questions à se poser. Bon, ce qu'il faut refondre son site web s'il n'est pas aux normes, on va dire, ou s'il n'est plus au goût du jour. Il faut le repenser. Et ça fait, c'est vraiment, ça doit, il faut définir ce bailleur persona, lui parler et avoir les mots qui vont bien pour parler à l'internaute et pas le laisser venir tout seul. Finalement, il faut qu'il soit fiché par Google, j'ai envie de dire. Mais ensuite, de toute façon, il faudra se faire accompagner, finalement, sur le référencement payant, sur le référencement gratuit, parce que sinon, on risque de perdre beaucoup de temps, de perdre beaucoup d'argent et avec d'assez faibles résultats, quoi. On est un peu d'accord, non? Comment dirais-je? Ça revient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que il y a des entreprises qui n'ont pas besoin d'aller faire de la lead gen parce qu'il se trouve que leur implantation régionale, les clients qu'ils connaissent, le bouche à oreille, etc., font qu'ils ne se lancent pas là-dedans. Et donc, tu peux très bien, à mon avis, avoir le droit de dire c'est un site qui convertit. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à ce qu'il vient chercher et il doit le trouver. Ce n'est pas une vitrine qui dit voilà comme je suis beau, c'est qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il va trouver en venant. Après, si ton but, c'est de t'étendre, de faire de la prospection et d'y aller, oui, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut investir. Il y a des indépendants qui font ça quand même plutôt bien. Alors, évidemment, ça ne va pas être dans des volumes, mais tout est à la mesure. Mais effectivement, ça fait par des qui ne se font pas tout seuls. Et Laurent, pardon, c'est le côté content marketing, donc une stratégie d'inbound marketing, la qualité du contenu. Et tu demandais un peu quels étaient les conseils qu'on peut donner à des intégrateurs. Ouais, surtout les Il y a deux grands axes. Ouais. Il y a 2 grands axes qui peuvent travailler avec un éditeur ou les éditeurs. Il faut rarement travailler avec un seul. C'est un axe syndication, s'ils ont un site web qui est capable de le faire, c'est-à-dire accueillir des pages qui vont aller absorber de l'éditeur
Et puis, il y a aussi le co-marketing. Je pense qu'il faut absolument travailler. Moi je vois, je le dis ici, hein, j'ai des budgets alloués de co-marketing, donc ils disent que par exemple je peux dépenser 1 000 euros, 2 000 euros, 20 000 euros en France, si tant est qu'un partenaire en partage la moitié avec moi. Sauf qu'en fait, mais je galère terriblement à trouver des partenaires qui arrivent à se décider, qui finalement sont prêts à mettre une partie de cet argent, etc. Et si j'ai envie de donner un message aux partenaires aujourd'hui, c'est utiliser les fonds co-marketing que vous proposent vos éditeurs. Vos éditeurs, ils vont pas vous proposer des trucs biscuits champagne, hein. Ils sont eux aussi soumis à une règle absolue du retour sur investissement, qui fait que ce qu'ils doivent investir doit rapporter de l'argent. Donc, ce qu'ils vont vous proposer, en bonne logique, sur des opérations de DJ, de SEO, de SIA, de partage sur les sites web ou d'achat de leads ou de projets, ça sera quelque chose qui va leur rapporter. Et si ça leur rapporte, ça vous rapportera forcément aussi. Donc, il faut utiliser le budget marketing. L'accompagnement des partenaires techno, ouais, de son écosystème. Voilà, c'est un peu le truc, mais le content marketing, c'est d'avoir du contenu. Aujourd'hui, se fixer, moi je ne sais pas, une boîte qui se fixerait d'avoir un article par mois. Faut trouver un freelance qui est un bon rédacteur qui va interviewer une fois un client, une fois le DG, une fois un techno, etc. Ça va coûter, franchement, un article par mois, ça coûte, je ne sais pas, moi, 300 euros, j'en sais rien. Enfin, tu vois, voilà. Et franchement, c'est quelque chose qui est le début du content. Alors, évidemment, on peut aussi faire des livres blancs, des vidéos, tout ça, mais déjà, la logique est de se dire, je vais faire un article par mois que je vais poster sur mon site, sur lequel j'ai un mec, je trouve un freelance un peu intelligent qui va quand même aller regarder les petits mots-clés qui sont cherchés, tu vois, sans aller trop loin. Puis le mot-clé va le répéter dans le titre, dans le paragraphe et dans la conclusion pour la somme de 200, 300, peut-être 400, j'en sais rien, euros par mois, quelque chose comme ça. Au bout de 2 ans, tu as construit du contenu qui est intéressant, le mec vient, il est orienté par rapport à tes clients. Enfin, voilà, c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est clair. Pas très compliqué. C'est converger, c'est la technique de l'entonnoir. J'aimerais juste intervenir sur la stratégie de contenu, puisqu'on est en train de l'aborder là, à la fin. Donc, on a parlé beaucoup de sites web, de SEO, de SEA. On n'a pas parlé de blog. Le blog est très important, pas que d'articles, le blog d'entreprise. Donc, à mon avis, si on gère un blog, et là, notre retour d'expérience sur les articles qui sont vraiment ciblés, qui sont vraiment bien référencés, avec du on-page, avec des backlinks et tout ça, donne des résultats extraordinaires en termes de lead. Les webinars, très importants pour drainer du lead. Nous, on a eu l'expérience, c'est dans notre plan de continuité, on s'est posé la question le 15 mars, on s'était dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, on avait l'habitude de faire un webinar par an, quoi. On avait l'habitude de faire un webinar tous les 6 mois. Et on s'était dit, allez, un webinar par semaine. Et ça a donné des milliers. C'est-à-dire que notre base de données commençait à exploser, des milliers d'inscrits. Bien sûr, il y a un funnel, il y a un entonnoir. Hein. Parmi les inscrits, pas tous arrivent en fin de compte, bon, mais il y a des gens qui sont très intéressants, qui s'inscrivent et on s'est retrouvés. Notre record pendant le confinement, c'est 200 inscrits. Et là, on était vraiment à plus d'une centaine de participants sur un webinaire. Ça, c'était des webinaires qui étaient poussés sur les réseaux sociaux avec des… Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc, très bien, par exemple, te dire, tiens, je vais faire un webinar télécom, etc., en Occitanie, dans la région toulousaine. Je vais cibler vraiment des réseaux sociaux, LinkedIn, Pro, peut-être région toulousaine, et tout le webinar, et je risque d'avoir des surprises. Ouais, ça peut être un draineur de lead extraordinaire, qualifié, parce que pas n'importe qui va venir. Ça peut être géolocalisé, comme vous dites. Ça peut être vraiment très, très qualifié. Ça donne vraiment du lead qualifié à un webinar. Parce que pas n'importe qui va s'inscrire et pas n'importe qui va venir. Et puis, il y a le post-webinar qui est très intéressant. On envoie le replay et on reçoit beaucoup de feedback. C'est ce qui est intéressant. On sent que dans la commentosphère, au niveau des blogs, il y a de moins en moins de commentaires. Parce que moi, j'ai vécu la blogosphère depuis les débuts, hein, depuis 99, depuis Blogueur. Et je peux dire qu'au tout début, entre 2000 et 2008-2010,
la blogosphère était très active. Aujourd'hui, la blogosphère est moins active. Les webinars peuvent être une bonne piste. Les podcasts peuvent être aussi, si c'est des podcasts de marque, ça peut être un très bon levier, à mon avis. Aujourd'hui, en post-Covid, on parle de balado-diffusion. C'est du choisi, c'est du permissif. Les gens, ils peuvent se sentir très à l'aise à consommer votre podcast et à interagir avec vous. Et ça peut être aussi un très bon levier de génération de leads. D'une manière générale, en fait, c'est… Ouais, pardon, je crois que quoi qu'il en soit, il faut vraiment pas essayer de faire des actions ponctuelles. Hein. Ce que dit Yasser, c'est il nous donne plein d'exemples très intéressants. Et il faut vraiment le penser, alors tout seul ou avec une agence. Il faut le penser sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an. Parce que si on fait qu'un webinaire une fois, un blog post une fois, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la régularité qui compte. Hein. C'est votre empreinte, la régularité de votre empreinte. C'est comme quand vous faites un post LinkedIn. Si vous restez pas 2 heures après pour répondre aux commentaires ou commenter, si vous postez et que vous partez en rendez-vous, ça va servir à rien. En fait, il faut accompagner chacune de ces actions et il faut les lier les unes aux autres. En fait, si vous faites un contenu post, un webinaire, etc., il faut que les gens comprennent le fil. Et en fait, c'est tout. On ne sait jamais l'utilisateur, quel asset va le convertir. Si c'est le webinaire, la brochure, le témoignage, etc. Et c'est souvent un bout de chaque chose qui va le convertir. Donc, il faut que les choses soient liées et qu'on arrive à comprendre le chemin que vous prenez et qu'on arrive à lire en fait. On est tout à fait en phase parce que si vous allez sur notre site, vous avez la liste des webinars, vous avez les calendriers de webinars et vous avez un petit peu les replays et vous avez justement un ciment qui relie tout ça, une logique, une ligne éditoriale qui lie un petit peu les webinars d'un webinar à un autre. Et on avait choisi comme storyline dans notre ligne éditoriale au tout début le télétravail puisque c'était le sujet. Donc, on l'a choisi comme univers de marque et on a campé sur cet univers de marque. Et on est parti sur un hashtag télétravail et on a édité au bout de, on va dire, au bout de 8 webinars sur le télétravail, on a édité le guide du télétravailleur que vous pouvez télécharger. Donc, c'était dans une logique, dans une stratégie de contenu, dans une stratégie de brand content, en fait. Et ça a donné, je peux dire, d'excellents résultats en termes de leads. D'ailleurs, on est en train de les consommer aujourd'hui. Ces leads-là qui se sont déclenchés pendant le confinement, c'est aujourd'hui nos clients et on est en train de bosser pour eux. Bravo. Bon, on a plein de boulot, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses. On n'a parlé que d'un quart ou un huitième ou un millième de ce qu'on peut faire sur le digital. On sait, enfin, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, une entreprise qui est plus digitale que son concurrent sera plus visible et plus attractive. Donc, il y a beaucoup de définir son buyer persona, définir ses messages, avoir un site web qui soit à la fois responsive, qui a un bon call to action et sur lequel les messages soient bien passés. Aussi qu'il y ait derrière une démarche commerciale rapide, industrielle, avec un bon SCRM et une prise en compte des prospects tant qu'ils sont chauds. Et puis, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas mettre 1 000 € une fois, mais plutôt 500 €, 1 000 €, 2 000 € tous les mois. Avoir une stratégie dans la durée. Et au bout de quelques mois, ça commence à payer. Sachant que de toute façon, on aura gagné en notoriété. On aura rassuré des clients qui seront venus sur le site web et qui se seront dit, bon, c'est une boîte sérieuse, elle existe, elle n'a pas un site pourri. Et puis, avec un peu de chance, on va générer des leads qui vont tomber progressivement et trouver un ROI rapide. Et puis, si ça se passe bien, on accélérera. C'est le résumé. Hein. Bon, je vous remercie à tous. En fait, ça fait 1h30, il faut qu'on arrête. Je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire. Ça nous a permis de découvrir vos talents et puis surtout la manière dont on peut exploiter cet Internet pour servir la stratégie de l'entreprise. Pour information, donc le CDRT reprend ses événements présentiels à partir du 7 juillet à Nantes à Lille pour l'ouverture de la délégation lilloise et le 9 juillet à Nantes sur le thème de l'éco-responsabilité. Donc, vous êtes les bienvenus. Je dirais pas qu'on est content d'arrêter de faire des webinars, mais on en refera, j'espère. Mais en tous les cas, voilà, on sort du confinement, on est déconfiné, c'est un peu la fin d'une période et on sera très heureux de vous retrouver en présentiel. Et encore une fois, merci Jean-Denis, merci Pierre-Antoine.
Si. Et on fournit les visières. Et on fournit les visières au cas où vous avez eu peur. Et à Nantes, c'est sur un bateau sur les bords de Loire. Ça peut être très sympa. Voilà. Je serai là. Je serai là. Et ce sera avec voilà, Tipco qui va nous parrainer aussi la ECN Tipco, que vous connaissez certains, qui sont très avancés sur le sujet. Et il y aura aussi un centre, un contact center. Enfin, il y aura vraiment de beaux intervenants. Et voilà, je vous incite à nous rejoindre à Nantes et nous aider aussi sur l'île. On a besoin de gel lead, de lead sur l'île parce qu'on se lance et on ne connaît pas très bien l'écosystème lillois du Nord. Donc, si vous avez des contacts sur l'île à inviter, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est donc le 7 juillet et ce sera sur le SD1 avec par exemple Pixia qui viendra aussi nous parler et d'autres comme SFR et Fortinet et Naxone. Voilà. Ça marche. Merci à tous. Merci à tous.